Bonjour à tous. L'objectif d'aujourd'hui, c'est de voir un petit peu le référencement. Le référencement, pour moi, c'est un petit peu comme en cuisine, c'est-à-dire que on peut avoir tous les ingrédients, mais si vous n'avez pas la recette, vous risquez de mal le digérer. Quels sont ces ingrédients justement? Le premier, c'est la base technique. La base technique, c'est lorsque vous allez concevoir votre site internet, c'est la structure, le H1, H2, H3, etc., les temps de chargement, etc. Le contenu, c'est tout ce que vous allez intégrer sur votre page d'accueil, catégorie, fiche produit, fabricant, etc., votre blog. Ensuite, troisième critère, la popularité. La popularité, ça va être tous les liens qui vont pointer vers votre site. Enfin, la notoriété. La notoriété, ce sont les gens qui vont rechercher spontanément votre marque dans les moteurs de recherche. Ça va également influer sur votre positionnement, je le montrerai. Et ensuite, le nom de domaine. Le nom de domaine, alors c'est un facteur sur lequel vous pouvez un peu moins travailler, dans le sens où un nom de domaine plus âgé bénéficiera d'un avantage par rapport à un nom de domaine qui vient d'être lancé. Les mots-clés que vous allez intégrer dans le nom de domaine, quoi qu'on en dise, vous permettra de vous positionner plus facilement. Alors là, j'ai pris un exemple où votre site, effectivement, vient d'être lancé. Votre nom de domaine est jeune, vous avez donc peu de notoriété, peu de liens qui pointent vers votre site. Par contre, vous avez bien challengé votre agence, ils ont bien conçu techniquement votre site, et puis votre contenu est plutôt correct. Et votre concurrent qui lui est devant a par contre un gros avantage, c'est qu'il a un nom de domaine qui est ancien, c'est-à-dire qu'il est installé depuis quelques années. Il a beaucoup de liens pour le coup qui pointent vers son site et une forte notoriété. Par contre, d'un point de vue technique, il est complètement à la ramasse, mais il est quand même devant vous. Donc le référencement, c'est aussi des critères à géométrie variable, c'est-à-dire que certains critères vont pouvoir être accentués pour passer devant vos concurrents. Premier critère technique, donc générer de la pertinence. La base, c'est la structure du contenu. C'est-à-dire que vous allez intégrer du contenu sur votre page d'accueil, sur vos catégories, sur vos fiches produits, dans votre blog. S'il est mal structuré, Google ne pourra pas générer de la pertinence sur les différentes expressions. Structurer son contenu, c'est mettre une balise H1, une balise H2, une balise H3. Alors pour certains, effectivement, ça peut paraître banal, effectivement, ça l'est, mais pourtant, ça fait partie des bases qu'il faut respecter sur son site. Les bases, c'est H1, H2, H3. Un H1 au moins sur chacune de vos pages. Alors pour le contrôler, il y a des outils qui existent. Moi, j'utilise Headingsmap. C'est une extension navigateur qui va vous permettre de consulter la structure de votre page que vous êtes en train de consulter. Donc, exemple, sur une fiche produit, on va détecter effectivement le module, l'extension va détecter que effectivement mon produit a une balise H1 qui est bien le nom du produit. C'est correct. Et ensuite, il va me décliner toute l'architecture de mon contenu qui correspond à mon site internet. Donc ça, c'était la structure du contenu, c'est la base. Aujourd'hui, si vous n'avez pas ça, c'est dommage pour vous. Ensuite, c'est le balisage sémantique. Le balisage sémantique est très utilisé dans le e-commerce. Vous allez surtout le retrouver aujourd'hui à travers les petites étoiles qui apparaissent dans Google. Vous l'avez certainement déjà identifié. On le voit énormément dans les Google AdWords et de plus en plus sur les résultats naturels. Et sur les résultats naturels de la longue traîne, sur des noms de produits, etc. Aujourd'hui, même si ça n'a pas d'impact réel sur son référencement, le fait d'avoir des étoiles va inciter au clic sur vos pages et donc augmenter la notoriété. L'idée, c'est d'apporter du sens au contenu de vos pages. C'est-à-dire que pour Google, comment est-ce que Google peut savoir que cette image qui est là, ce n'est pas votre logo ? Comment est-ce que Google peut savoir que c'est la fiche qui représente, c'est l'image qui représente le produit ? Comment est-ce que Google peut déterminer que cette phrase-là, ce n'est pas une description, mais bien le nom du produit ? Eh bien, c'est le balisage sémantique qui va permettre de le faire. Comment Google va savoir que les étoiles là, ce n'est pas juste pour faire beau, c'est bien des avis.
eh bien c'est le balisage sémantique qui le fait. Donc Google, Bing et Yahoo ont développé une bibliothèque qui s'appelle schema.org, qui va permettre de baliser et de structurer tous les contenus de votre site internet. Et donc, vous allez pouvoir baliser vos produits, les lieux, des personnes, des événements et des informations qui sont liées à la santé. Alors, quand on fait du balisage sémantique, on le fait généralement sur des fiches produits. Et donc, les étoiles vont apparaître sur les fiches produits. Et une petite astuce également, c'est que ces avis, on peut également les intégrer dans les catégories. C'est-à-dire que un produit appartient à une catégorie et donc il ne paraît pas illogique d'intégrer ces avis-là dans les catégories. Et l'intérêt, c'est d'afficher des étoiles également dans les résultats de Google sur vos catégories. Troisième point, les temps de chargement. Le temps de chargement d'un site est un critère de référencement, de positionnement. Alors, quelques informations statistiques. Une personne qui attend plus de 5 secondes pour le temps de chargement de son site internet aura un taux de rebond 2 fois plus élevé qu'une personne qui passe moins d'1 seconde à charger son site. D'où l'importance d'avoir un temps de chargement optimisé pour son site internet. D'ailleurs, pour PrestaShop 1.6, on préconise systématiquement d'avoir un serveur dédié. Alors effectivement, vous allez pouvoir faire tourner un PrestaShop 1.6 sur un mutualisé, mais vous obtiendrez de bien meilleures performances sur un serveur dédié. Et pour pas forcément beaucoup plus cher. Alors vous allez optimiser le temps de chargement à plusieurs niveaux. Sur le serveur, vous allez pouvoir appliquer des bonnes pratiques pour optimiser les temps de chargement au niveau du serveur. Ensuite, au niveau du code, vous allez pouvoir les compresser, les fusionner pour optimiser les temps de chargement. Et ensuite, au niveau navigateur, pour mettre en cache toutes les données du site dans le navigateur de votre utilisateur. Et ensuite, il y a des éléments qui vont prendre aussi du temps de chargement, ce sont les éléments externes. Par exemple, il peut y avoir sur votre site internet des widgets Facebook. Les widgets Facebook où lorsque l'utilisateur se connecte à votre page, il va voir tous les amis qui sont déjà fans de votre page. Eh bien ça, l'enlever va vous permettre de gagner entre 2 et 3 secondes supplémentaires. Donc tous les éléments externes prennent du temps à charger. Et tout comme les fontes, les Google Fonts qui prennent également du temps à charger. Alors, à ça, Google, ou plutôt PrestaShop, a apporté une solution, c'est-à-dire qu'il a apporté toute une série d'optimisations qui sont présentes dans le back-office, dans paramètres avancés, performance, une série d'optimisations pour le cache Smarty, c'est-à-dire qu'on va pouvoir compiler les templates pour gagner en temps de chargement. Alors, bien souvent, quand on travaille avec des développeurs, ils vont faire des modifications et on va forcer la recompilation à chaque appel. Il faut bien penser justement à recompiler les fichiers templates s'ils ont été mis à jour. Sinon, les temps de chargement vont être vraiment dégradés. Ensuite, vous avez le système de cache de PrestaShop. Vous avez le système de CCC, concaténation, compression, mise en cache, qui est proposé par PrestaShop. C'est-à-dire, sur PrestaShop, vous allez avoir différents modules, différentes mises en page. Vous allez appeler des fichiers CSS pour telle page, pour tel module, pour telle fonctionnalité, des fichiers JavaScript. L'idée, c'est de les fusionner et de réduire l'espace entre chaque élément, donc pour gagner en temps de chargement. On va réduire aussi le code HTML, c'est-à-dire que pour ceux qui s'amusent parfois à aller regarder le code HTML en faisant CTRL-U ou F12, ou plutôt seulement CTRL-U, ils vont voir que le code source est quasiment que sur une seule ligne. Eh bien, PrestaShop va supprimer tous les espaces et tous les sauts de ligne du code pour gagner octet par octet par octet pour gagner des temps de chargement. Alors, une chose que l'on fait assez rarement comme optimisation qui peut être préjudiciable, c'est déplacer le code de JavaScript à la fin. C'est-à-dire que si votre site dépend
par exemple, la navigation dépend de JavaScript, le fait de déplacer le JavaScript à la fin va détériorer la visibilité ou l'utilisation de votre site avant même que le JavaScript soit chargé. Ensuite, vous avez la partie optimisation sur les CDN. Un CDN, c'est quoi? Ce sont des serveurs de médias. C'est-à-dire que vous allez charger donc des fichiers CSS, des fichiers JavaScript, des images. Et lorsqu'une personne va charger toutes ces informations, le serveur va tourner, et donc ça va le surcharger. Pour délester un petit peu le chargement de ce serveur, on va déplacer certains types de médias sur des sous-domaines pour alléger le domaine principal et le serveur principal. Et ensuite, on a des OPC pour l'optimisation des caches. Pour identifier les temps de chargement de votre site, il y a un outil qui existe qui s'appelle GTmetrix qui va charger votre page et lister tous les points de chargement, tous les JavaScript, toutes les images, tous les CSS qui sont présents sur votre page. Et ce qui vous permettra d'identifier tous les points de rupture de chargement de votre page. Ensuite, vous avez un outil qui est plutôt intéressant qui s'appelle DRBoost, qui va analyser votre site et qui va vous donner des préconisations pour l'optimisation de votre boutique. Et enfin, vous avez quelques outils pour l'optimisation en elle-même. Le premier, c'est Fasterize. Fasterize, c'est tout ce que propose PrestaShop par défaut, mais en mieux. C'est-à-dire qu'il va gérer les CDN, il va gérer tous les caches, il va gérer les serveurs de médias lui-même et vous offrir des temps de chargement beaucoup plus rapidement. Et à ça, si vous êtes un petit peu technicien et que vous avez un peu de charge, vous allez pouvoir appliquer sur votre serveur un cache varnish. Le cache varnish, il va rendre votre site statique. C'est-à-dire que votre page d'accueil qui est en dynamique, il va le transformer grosso modo en HTML, ce qui va réduire le temps de chargement et de traitement. Ensuite, quatrième point, c'est la partie mobile. Le mobile aujourd'hui, c'est en B2C, sur le e-commerce, ça va représenter 27% des utilisateurs. 27% des utilisateurs vont accéder à votre boutique en mobile ou en tablette. Donc, c'est améliorer l'expérience utilisateur pour chacun d'entre eux. La question en 2016, aujourd'hui, c'est pas de si j'y vais, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, c'est comment j'y vais. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs solutions pour faire un site mobile. Vous avez la solution responsive et vous avez la solution site mobile. Alors, la différence, vous la connaissez peut-être, le responsive, c'est si vous rédigez la taille de votre écran, la taille de votre site va s'adapter en fonction. Le site mobile, c'est un site vraiment spécifique qui va être développé. Donc chacun ont leurs avantages et leurs inconvénients. L'avantage du responsive, c'est que c'est le coût. C'est juste une adaptation du code, c'est-à-dire que c'est très simple à mettre en place, c'est juste des règles CSS à appliquer, et donc ça ne coûte pas très cher et ça ne coûte très peu de temps à mettre en place. L'inconvénient, c'est l'expérience utilisateur. Elle sera beaucoup moins bien pensée que si on conçoit une interface spécifique mobile sur un site mobile spécifique. Et l'inconvénient par contre du site mobile, c'est que c'est un peu plus lourd techniquement. C'est-à-dire que vous allez devoir, avec votre nouveau site, aller chercher les données dans votre base de données. Donc c'est un petit peu plus lourd, un petit peu plus complexe à mettre en place. Mais l'expérience utilisateur sera largement meilleure. C'est juste une question de coût au final. Deuxième levier pour son référencement naturel, c'est le contenu. Alors la base du contenu, c'est pour ça que je le précise, c'est un titre et une description. Chaque titre doit être unique, ça c'est une base. Et la métadescription, contrairement à ce qu'on peut penser, ne vous permettra pas forcément de mieux vous positionner. Je vous donne un exemple. Ce client-là intègre des petits cœurs, des pourcentages, des remises dans sa métadescription pour non pas mieux se positionner, mais plus pour inciter au clic. Le fait d'inciter au clic va augmenter votre notoriété.
Donc dans son back-office de PrestaShop, il a renseigné sa balise titre et puis il a mis ses petits cœurs dans sa métadescription. Donc quand on parle de contenu, on parle de qualité de contenu. La qualité de contenu, c'est quoi? C'est d'abord du volume. Il faut suffisamment de contenu pour que Google puisse générer de la pertinence sur votre site. C'est un champ lexical riche. Quand on parle de référencement, on parle de SEO. On va élargir au maximum en fait son champ lexical pour pouvoir se positionner sur chacune des expressions. Ensuite, c'est de la tonalité, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir du contenu neutre, on va intégrer des questions avec des points d'interrogation, des affirmations avec des points d'exclamation, etc. Ensuite, on a toute la partie structure qui est liée à la technique, donc on va structurer le contenu en H1, H2, H3. Et surtout, ça c'est la règle, c'est du contenu unique. C'est-à-dire que sur votre page d'accueil, sur vos catégories, sur votre fiche produit, vous devez systématiquement avoir du contenu qui soit unique. Alors, je rencontre souvent des personnes qui me disent « Oui, alors mon produit A et mon produit B, ils sont vraiment similaires, je ne vois pas quoi mettre comme différence. » Il y a bien une différence et il faut bien la trouver pour réussir à positionner l'une et l'autre page. Donc il faut vraiment travailler son contenu pour chacun des points de détail, pour chacune des fiches produits. Alors, ce qu'on préconise, c'est au minimum d'intégrer 300 mots sur chacune de vos types de pages. Sur votre page d'accueil, c'est un minimum 300 mots. Sur vos catégories, vos fabricants, vos contenus, vos blogs. Blog, c'est un peu plus. Sur vos fiches produits, c'est d'intégrer 300 mots. Uniques, bien entendu. Donc effectivement, c'est un vrai travail. Mais c'est grâce à ça que vous vous positionnerez. Effectivement, votre site est peut-être moins populaire, donc du coup, on va travailler d'autres axes, c'est le contenu. Je vous donne un exemple, Zalendo, que tout le monde connaît. Zalendo travaille son SEO et a sur sa page d'accueil, un gros bloc de contenu qui est structuré en H1, H2, H3. Alors c'est moche, mais ça fonctionne. On me le dit souvent, c'est ah non, moi je veux pas mettre de contenu ni sur mes catégories, ni sur ma page d'accueil, ça va défigurer mon site. C'est pas mon problème. Moi, mon problème, c'est de faire venir des gens sur le site et ensuite vendre, c'est un autre problème. Donc voilà, même les plus grands ont des stratégies SEO à base de contenu. Alors, quelques recommandations à faire, à ne pas faire. Sur la base de PrestaShop, par défaut, les catégories intègrent une description. Cette description, classiquement, on va l'intégrer en haut de chaque catégorie. Ce que nous développons systématiquement sur PrestaShop, c'est un champ supplémentaire de description pour les catégories. C'est-à-dire qu'on va rajouter un champ complémentaire de description qu'on va intégrer dans le pied de page des catégories. Ce qui va nous permettre de laisser juste quelques lignes en haut de page des catégories et vraiment de se lâcher sur du 500 mots en pied de catégorie. Structuré, bien entendu. Ensuite, à ne pas faire, éviter le contenu accessible par JavaScript. Alors bien souvent, on me dit effectivement ça serait bien de masquer un petit peu, trouver une petite bidouille pour rendre un peu plus sexy mon site. Alors, on me propose souvent, ça serait bien de mettre 2-3 lignes et on clique sur en savoir plus pour dérouler l'intégralité du contenu. Alors, il faut savoir que le JavaScript est très mal intégré par Google. Donc tout ce qui est visible à partir de en savoir plus ne sera potentiellement pas visible par les moteurs de recherche. Donc il faut l'éviter. Ensuite, afficher le résumé des produits dans les catégories. Alors ça, c'est un problème qui est plus lié au contenu dupliqué. C'est-à-dire que bien souvent, pour remplir les catégories et les sous-catégories de votre boutique, vous allez intégrer le résumé de votre fiche produit dans ces catégories. Et bien là, on va rencontrer un problème de contenu dupliqué. Et donc, il faut bien entendu l'éviter. C'est-à-dire que Google, sur une même phrase, c'est-à-dire sur le résumé de votre fiche produit, qu'est-ce qu'il doit afficher? La catégorie, la sous-catégorie, votre produit. Bon, normalement, c'est votre produit. Donc, il faut faciliter le travail à Google et donc, du coup, on ne donne pas à manger dans les catégories les résumés de produits.
6e point, très important, c'est le contenu dupliqué. Le contenu dupliqué, je pense ne pas trop me tromper en disant que 50% des boutiques connaissent ou intègrent un problème de contenu dupliqué, qu'il soit interne ou externe. Problème interne, c'est les produits similaires. Bien souvent, pour gagner du temps sur l'administration de sa boutique, on va dupliquer un produit pour gagner du temps sur la saisie. Sauf qu'on va oublier de revenir sur la ressaisie des titres, sur les descriptions, et dans ce cas-là, on va pénaliser nos produits qui sont dupliqués. En contenu dupliqué externe, alors l'une des plus grosses problématiques aujourd'hui va être les marketplaces. Si vous êtes e-commerçant, l'un des leviers de développement va être les marketplaces. Le problème, c'est que les marketplaces vont venir chercher vos produits, c'est-à-dire un titre, une description, une image, et venir les injecter sur leur site. Qu'est-ce qu'on va retrouver ? Du contenu dupliqué. Ce qu'on va systématiquement faire, c'est que dans chaque fiche produit dans le back-office de PrestaShop, on va rajouter un champ supplémentaire générique qu'on va donner à manger justement au marketplace. Ce qui permettra d'avoir une description différente tant sur la boutique que sur les marketplaces. Ensuite, effectivement, alors il y a effectivement les classiques annuaires sur lesquels, à l'époque, pour les plus vieux d'entre nous, on inscrivait nos sites sans forcément de rédiger de contenu unique. On copiait-collait nos descriptions dans les annuaires. Il y a aussi tout ce qui est partenaire. Bien souvent, vous allez travailler avec des blogueurs ou autres qui vont reprendre par facilité la description de votre entreprise sur votre page société. Et voilà, ça leur fait gagner du temps, mais ça peut les pénaliser ou vous pénaliser. Et ensuite, il y a du black SEO qui va, où certains mauvais garçons vont reprendre votre contenu et créer des sites avec une multitude de sites. Quelques outils pour identifier votre contenu dupliqué. Google Search Console. Alors aujourd'hui, si vous êtes e-commerçant et que vous ne connaissez pas Search Console, je vous invite en rentrant chez vous vraiment à l'installer et à le configurer. C'est le premier outil à utiliser, je pense, c'est la base pour votre référencement. Google Search Console va donner l'état de santé de votre site aux yeux de Google. Ensuite, pour identifier le contenu dupliqué, vous allez avoir Screaming Frog. Screaming Frog, c'est un outil qui est gratuit en freemium, c'est-à-dire que pour analyser les 500 premières URL, ça va être gratuit. Ensuite, au-delà de 500, ça va être 99 livres. Screaming Frog va permettre d'identifier tous les contenus dupliqués sur vos titres et descriptions. Et enfin, la meilleure solution, c'est à la mano. À la mano, c'est-à-dire que sur votre page d'accueil, sur vos catégories, sur vos fiches produits, vous allez prendre une phrase, pas forcément la première, et vous allez la copier dans Google. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui apparaît ? Est-ce que c'est votre site ? Est-ce que c'est votre produit ? Est-ce que c'est votre catégorie ? Pas forcément. Est-ce que c'est vraiment la description du produit que vous avez copié et pas son voisin ? Donc vraiment, je vous invite à le faire systématiquement sur vos contenus. C'est contrôle manuel de vos contenus sur la page d'accueil, vos catégories, vos fiches produits. Vous allez vous rendre compte, je pense assez facilement, que vous avez du contenu dupliqué et donc il faudra vraiment le travailler pour le rendre unique. Stratégie de contenu. Je pense que ça représente le cœur de votre stratégie SEO en 2016. C'est-à-dire que vous avez mis en place toutes les parties techniques, ça c'est la base. Une fois que c'est fait, vous n'avez plus à y revenir, ou à moins de le contrôler tous les 3-6 mois. Le cœur aujourd'hui du référencement va passer par la stratégie de contenu. L'objectif, c'est d'augmenter le nombre de pages indexées. Imaginez que vous deviez lancer une boutique de e-commerce de vente de chaussures et que vous n'ayez qu'un produit. Imaginez-vous, pensez-vous crédible de pouvoir venir concurrencer Zalando ou Sarenza avec un produit et une seule page ? Non, ça ne paraît pas crédible. En fait, le nombre de pages indexées va apporter un critère d'importance aux yeux de Google et va augmenter le nombre de portes d'entrée potentielles sur votre site. Le contenu va aussi permettre de développer votre notoriété et popularité s'il est partagé.
Donc bien entendu, pour avoir une stratégie de contenu, la base, c'est un blog. Si vous n'avez pas de blog sur votre site, sur votre boutique, installez-le. Voilà, c'est la base. Ensuite, c'est définir une ligne éditoriale et un plan rédactionnel. C'est définir à court, moyen, long terme les sujets que vous allez traiter sur votre blog. Donc quelques conseils pour votre blog. Un article, ça sera au minimum 500 mots, bien structuré bien entendu, en H1, H2, H3. Ensuite, en termes de fréquence, alors nous on conseille un par semaine. Alors, effectivement, ça dépend de la possibilité de chacun d'entre vous. On peut faire plus, et plus c'est, mieux c'est. Le support, alors vos articles ne seront pas forcément que du texte, ça peut être des infographies, ça peut être de la vidéo, ça peut être des livres blancs, ça peut être des podcasts. Tout ça va participer à créer de nouvelles pages et à vous référencer dans les moteurs de recherche. Un exemple de planning rédactionnel, pour votre activité, vous allez définir des types de contenu que vous allez vouloir définir. Plutôt traiter des aspects commerciaux, de la réglementation, présenter votre société, vos produits, des spécificités métiers. Ensuite, face à chacun de ces types, vous allez définir des sujets que vous allez rédiger. Ensuite, vous allez pouvoir définir des objectifs. Alors là, il y avait un objectif de positionnement sur des villes. Après, vous y mettez ce que vous voulez. Les dates de publication pour votre organisation. Vous allez définir le format de votre article. Est-ce qu'il va être textuel? Est-ce qu'il va intégrer des infographies? Est-ce qu'il va intégrer des vidéos? Ensuite, à qui je m'adresse? Est-ce que c'est à des professionnels? Est-ce que c'est aux particuliers? Et enfin, quel va être le moyen de diffusion? Sur mon blog, sur Google+, sur Twitter, sur Instagram ou autre.